Bonjour à tous. Je suis un peu désolée d'arriver et puis de plomber l'ambiance peut-être pour commencer, mais savez-vous qu'au Canada, il y a à peu près 810 000 personnes qui sont atteintes d'un cancer. On parle de 600 000 patients pour cause d'insuffisance cardiaque. Chaque année, il y a 50 000 nouveaux cas pour des traitements en insuffisance cardiaque. Imaginez qu'il y a un mort par 17 minutes pour chaque cancer. C'est vraiment une question pour tout le monde. Tout le monde se sent concerné. Votre voisin peut avoir un cancer demain. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vécu. Pour ceux qui sont déjà allés aussi à l'hôpital pour pas forcément des problèmes aussi conséquents, mais qui ont eu au moins un parcours chirurgical, on se rend compte que c'est pas évident. C'est assez chaotique en fait. Vous arrivez en tant que patient, vous allez rencontrer un médecin, peut-être un chirurgien, dépendamment du problème. Vous allez lui expliquer ce qui vous tracasse, la douleur que vous pouvez avoir, des sensations de masse à certains endroits. Et il va avoir besoin de faire des examens complémentaires. Bien souvent, on va utiliser l'imagerie. J'imagine que tout le monde voit à peu près ce qu'est une radiographie. Ça, c'est du 2D. L'image ici, ça va permettre d'avoir une représentation en 3D. Donc en fait, vous êtes, admettons, patient, on va vous coucher sur le lit, vous allez rentrer dans un tube. C'est ce tube qui va générer des rayons X et qui va en fait avoir en sortie un tas d'images empilées. Le problème avec ces images-là, c'est que le médecin n'est pas l'expert pour les lire. Donc il a besoin d'une autre personne qui est le radiologue et qui va aller évaluer chacune des images et essayer de trouver en fait la cause du problème. Cette discussion-là, elle peut être génératrice de problèmes. Pourquoi ? Parce que les deux personnes n'ont pas forcément le même langage, ils n'ont pas le même niveau d'expertise, ils ne sont pas concentrés sur la même chose. Il ne va pas y avoir une perte d'information, mais il y a possibilité qu'il y ait un petit décalage entre les deux discours. L'autre problème ici, c'est que vous avez des radiologues, mais peut-être pas assez, pas suffisamment. Je pense que tout le monde a entendu plus ou moins parler de l'espèce de bouchon, de queue interminable pour avoir des IRM, par exemple. C'est tout à fait typique. Le dernier problème ici, c'est que quand les CT scans sont apparus, il y a une vingtaine d'années à peu près, on parlait de 80 tranches, donc 80 images empilées. Imaginez que le radiologue voit ces 80 images-là. Aujourd'hui, on est quasiment à 800 images. Ça décuple facilement le temps de traitement. Une fois que le diagnostic donc, aura été établi avec l'aide du radiologue, le médecin va retourner voir son patient et va lui expliquer. Maintenant, mettez-vous dans la condition, là, vous avez possiblement un cancer. Vous n'êtes pas forcément très ouvert, vous êtes un petit peu inquiet, vous n'avez pas non plus l'expertise pour comprendre tout ce que le médecin va vous dire. Êtes-vous vraiment capable d'imaginer la suite de votre vie ? Comment est-ce que vous allez devoir être opéré ? Qu'est-ce que vous allez vivre exactement dans les mois suivants ? On rencontre donc ici un deuxième problème dans ce parcours-là. Une fois le diagnostic posé, le médecin va faire la préparation opératoire. Alors, quand on parle de préparation opératoire, on va reprendre les images 2D, on va voir où est le problème à opérer, quel abord on va utiliser pour faire la chirurgie. C'est vraiment toute la préparation. Ici encore, même problème qu'avec l'imagerie initiale, mais c'est en 2D. Êtes-vous vraiment capable d'évaluer un concept en 3D avec des images 2D ? C'est très très difficile. L'autre problème ici, c'est qu'une fois choisi la chirurgie, généralement il va y avoir un espèce d'entraînement pour s'assurer que tout file bien. Ici aussi c'est difficile. Imaginez, on a les seuls outils que le chirurgien a, c'est concrètement des représentations très idéalisées. Imaginez, on veut faire une opération d'une tumeur au cerveau, ok, vous allez tester ça peut-être sur pas un vrai cerveau là, mais un cerveau normal, pas malade, pas représentatif de ce que vous devez effectivement opérer. Le dernier problème ici, avec le parcours chirurgical actuel, c'est bien souvent à l'opération même. Autre exemple qu'une tumeur, pour changer un petit peu, vous avez un problème vasculaire, on va essayer de vous faire rentrer un cathéter dans un des vaisseaux et l'opération, en fait, consiste à se guider par imagerie, donc par rayon X. Le fait d'envoyer des doses
d'accord, on va connaître la position de l'instrument précisément, et oui, ça va guider, et oui, on va aller vraiment dans du détail, mais possiblement, même d'ici 10-15 ans, on est à risque d'avoir un autre problème, un autre cancer, parce que ces rayons X-là sont dangereux pour la santé. Fait que, finalement, du bloc, ou plutôt dans l'autre sens, de la salle d'attente au bloc opératoire, on a 4 grosses étapes où on note vraiment des problèmes. C'est ces étapes-là sur lesquelles nous nous sommes concentrés et où nous proposons des nouvelles approches, pas pour tout remplacer, mais plutôt pour donner une assistance, pour aider le chirurgien et aussi le patient dans son cursus pour se soigner. Si on commence avec le diagnostic professionnel, je répète ici un petit peu les 3 limites que j'ai énoncées. Il y a la question de l'expertise du médecin, la disponibilité des radiologues et la durée d'analyse. Comment faire pour répondre à ces limites-là? La première solution est d'aller avec de la modélisation 3D. Alors, c'est apparu, c'est de plus en plus en routine clinique actuellement. Le travail maintenant, en réalité, consiste à améliorer la modélisation 3D à partir des images 2D et à accélérer la génération. Comment ça marche? À la sortie d'un CT scan, donc vous avez les 3 images qui vont être en réalité juste des niveaux de gris. Chacun des niveaux de gris représente une structure anatomique spécifique. C'est-à-dire que si vous allez avoir du blanc, ça va représenter pour un CT scan des os. De cette façon-là, vous allez être capable de différencier, de distinguer vraiment les organes de la tumeur, par exemple, ou de tout autre problème. Ici, ce que vous voyez, la grosse masse au milieu, en réalité, c'est un anévrisme. Donc, on voit concrètement que le vaisseau est complètement étendu et enlargi à un endroit, et le problème à opérer est ici. La deuxième solution qu'on propose, c'est l'impression 3D. Ça, c'est nettement moins utilisé actuellement, bien que ça commence petit à petit. Concrètement, comment ça marche? On va utiliser de la poudre donc pour créer le modèle. Puis là, ce que vous voyez, c'est un modèle en fait, de la mâchoire inférieure. Ça, c'est une méthode à poudre. Il existe une autre technologie qui consiste à avoir un fil de plastique qu'on chauffe et qu'on va entasser. C'est 2 techniques. Celle-ci est plus intéressante au niveau médical car elle est beaucoup plus précise que l'autre, en fait, qui a un fil plastique assez épais. Une fois que vous avez imprimé, donc ici, on a la mâchoire inférieure et supérieure. Est-ce que vous voyez l'énorme masse? En réalité, ça, c'est une tumeur. Vous imaginez la personne, en fait, elle a une espèce de grosse boursouflure à ce niveau-là. Là, concrètement, on est capable de se rendre compte, OK, c'est effectivement à cet endroit-là qu'il faut opérer, qu'il faut enlever. Le gros intérêt, c'est que sur l'image de droite, vous voyez, en fait, toute l'impression 3D est tranchée. Donc vous allez pouvoir voir vraiment à l'intérieur de la tumeur où est-ce qu'elle est, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme approche, et exactement en fait quel est le diagnostic. On en vient maintenant à l'éducation du patient. Le patient, donc, je vous disais, il n'est pas expert, il est inquiet. Comment est-ce qu'on est capable de lui expliquer son problème? Ici aussi, on peut utiliser l'impression 3D. Vous imaginez très bien que si vous montrez la mâchoire précédente à votre patient, il va mieux conceptualiser, comprendre que si vous lui montrez des images en niveau de gris ou bien même le modèle 3D. Autre exemple que la mâchoire, ici on a un cas très important de déformation de la colonne. Ok. Pourquoi est-ce que le patient a mal? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de bouger? Vous allez avoir quelque chose à l'appui pour lui expliquer ce qu'il va être capable de faire, ce qu'on peut lui proposer comme soutien, comment la physiothérapie peut aider, comment est-ce qu'en fait une prise en charge globale va pouvoir être faite en s'appuyant sur le modèle 3D concret. Au niveau de la préopération, donc la 3e étape, la principale limite, c'est la limite de réalisme. Je vous ai dit tout à l'heure, pour préparer l'opération, certes, on utilise les images 2D, mais surtout, on va tester, par exemple, vous imaginez, il faut remplacer une partie d'un os, on va mettre une prothèse, et on va prendre pas l'os correspondant à votre patient, on va prendre un os très souvent qui va être idéalisé ou qui va représenter dans une certaine mesure le problème que vous allez opérer. Il y a toujours un décalage. Est-ce que la représentation idéalisée est suffisante pour effectivement pouvoir après opérer le patient et s'entraîner effectivement? Ici, on propose 3 solutions. L'impression 3D, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde.
depuis le début, là, au fur et à mesure. La deuxième solution, excusez-moi, exemple très très concret, l'intérêt de l'impression 3D pour la préparation opératoire, c'est qu'on va avoir une sensation réelle, un toucher réel. Certes, c'est important, par exemple, d'avoir une vraie forme, mais le chirurgien, il a besoin de savoir, de comprendre quand il touche. Et c'est bien plus important que de simplement le voir. Donc avoir des matériaux qui représentent, qui reproduisent en quelque sorte les structures en termes de propriétés mécaniques, c'est quelque chose de très important et dont ils sont très très friands. Ici, on reprend aussi la mâchoire en fait, que je vous ai montrée pour l'impression 3D avant, et c'est un test de pose d'implant dentaire. On a failli décider de mettre l'image en parallèle qui représentait la vraie opération. On vous a épargné un peu, c'était un peu trop sanguinolent. Mais concrètement, c'est exactement les mêmes sensations, le même rendu, et du coup, la préparation, elle prend toute sa mesure, c'est réel. Les deux autres solutions font appel un peu à tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. J'imagine que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. Qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle versus la réalité mixte? Réalité virtuelle, imaginez, vous avez un casque sur les yeux, vous ne voyez plus votre environnement et on vous met dans un environnement complètement virtuel. On va donc être capable de produire en fait une scène totale dans laquelle en fait, on va pouvoir s'entraîner. Imaginez, vous allez faire, par exemple, on veut enlever une appendicite. Ok, on va représenter les outils, on va donner au chirurgien en fait, les outils, on va lui mettre un casque et il va être capable de voir, d'avoir un retour haptique, donc de sentir, de la même façon qu'avec l'impression 3D, les différents organes et par exemple à quel moment il faudrait qu'ils s'arrêtent. La réalité mixte, à l'inverse, c'est que vous allez garder l'environnement autour de vous. Imaginez, vous êtes ici, ok, vous allez continuer à voir votre voisin, moi peut-être, si vous regardez, tout ce qui va y avoir autour de vous, mais vous allez avoir en plus un hologramme devant vous qui va représenter par exemple l'organe en question. Imaginez, vous faites une opération cardiaque, ok, vous avez le cœur, vous êtes capable de tourner autour, vous êtes capable de l'agrandir, de couper. Ok, comment est-ce que le cœur à l'intérieur, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème qu'on aurait par hasard manqué sur les images 2D? Ça aussi, c'est possible. Ces trois solutions-là, en fait, sont vraiment des aides très très importantes pour le chirurgien, d'une part pour comprendre, mais aussi pour s'entraîner. On en arrive à la chirurgie. La chirurgie, j'ai commencé en plombant un peu l'ambiance, là je vais peut-être vous faire peur maintenant. Imaginez, mesdames, que vous avez une tumeur du sein. L'opération, concrètement, consiste à quasiment asseoir la patiente en réalité, et on va possiblement, là, dépendamment des cas, faire une résection mammaire. Donc on va essayer d'enlever le sein, d'enlever au moins la tumeur dans le sein. Le problème ici, certes, vous avez l'imagerie préopératoire pour savoir ce que vous devez enlever, mais comment est-ce que vous êtes capable, avec un organe mou, donc qui bouge selon les positions, de savoir où est-ce que vous devez effectivement opérer? Actuellement, c'est vraiment un problème, on le faut juger. Donc on va ouvrir, puis on va se rendre compte, ok, là, finalement, il faut enlever plus que ce qui a été enlevé, ou moins, ou à un autre endroit. Donc il y a possibilité d'enlever plus, possiblement même de zones non problématiques, puis on s'entend au risque d'amener d'autres problèmes par la suite aux patients. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on est capable de localiser des organes sans trop de problèmes et avec une précision relative. Ce qu'on propose ici, c'est la réalité augmentée. Si je vous réfère à la slide précédente, la réalité augmentée, on voit encore le patient. Donc l'idée ici, c'est de s'arranger pour faire un recalage en réalité de l'organe sur le patient qui va être couché devant le chirurgien au bloc opératoire. J'ai ici deux vidéos. La première représente un cœur en réalité, donc simplement un seul organe. Bon, je passe le cœur. Normalement, donc vous allez imaginer un seul organe, le patient couché, vous voyez le cœur. En réalité, c'est la même chose que ce que vous voyez ici à un autre niveau, parce qu'ici, on est capable de recaler complètement le squelette sur le patient qui est couché. Donc voilà, enlevez tous les os, le reste, les vaisseaux, machin, vous y voyez le cœur au bon endroit normalement.
Ceci, ça va être très très utile aussi si pour une opération, par exemple, je reprends l'exemple du vasculaire, vous avez besoin de savoir exactement la position. Ce qu'on utilise donc, c'est les rayons X pendant l'opération. Ben, peut-être qu'au début, vous n'avez pas besoin d'avoir une précision absolue, vous n'avez pas forcément besoin d'un rayon X qui va vous dire, OK, au 2 mm, vous êtes à cet endroit-là. L'idée ici, ça va être d'utiliser la réalité mixte dans les premières phases de l'opération pour placer correctement l'intervention précise qui a besoin effectivement de doses de rayons X pour visualiser l'instrument dans le corps. Mais au moins, si on gagne, je ne sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes, bah, imaginez toute la dose qu'on diminue et possiblement bah, ça va peut-être éviter le cancer à la personne d'ici une dizaine d'années. Et maintenant, je vous dis et si? C'est pas si improbable. Aujourd'hui, on a fait aujourd'hui, dans les précédentes semaines, on a eu affaire à un cas où on a pu mettre en place, utiliser ces différentes technologies-là. Bon, vous voyez ici, c'est à peu près le cœur d'un crâne, merci, que je vois ici, vous l'avez en impression 3D. Donc on a fait à partir de ces imageries 2D la modélisation 3D comme vous voyez, et on l'a fait imprimer. Le chirurgien a utilisé ceci pour expliquer au patient déjà le problème étant, à ce niveau-là, vous voyez le cercle rouge, et ce qu'on voit en réalité, c'est ici. Il y a un trou, en réalité, ce trou-là contient une tumeur. Le but donc était d'enlever cette tumeur et en quelque sorte de s'assurer que on arrive à peu près réparer. Ce qu'il a été possible de faire du coup, c'est qu'on a pu, ici donc ça c'est le vrai crâne du patient. Le chirurgien a simulé par ordinateur la coupe qu'il allait faire pendant l'opération. Et il a fait imprimer exactement le volume correspondant à cette coupe, mais au moyen d'un matériau qui va être biocompatible. Ce matériau-là, une fois le même trou réalisé pendant l'opération, on a été l'insérer dedans, et en réalité, ça a complètement rebouché la portion où il y avait la tumeur. De cette façon-là, vous êtes capable de vraiment avoir une espèce de rendu ou une opération complète du patient, de la salle d'attente avec l'explication « Ok, monsieur, vous avez ceci, vous voyez où est-ce qu'il y a un problème, on va vous l'enlever, vous allez avoir un trou, mais on va être capable de le remplacer et au final, on va plus voir que peut-être vous avez été opéré, que vous avez un problème. » C'est vraiment l'espoir là que les chirurgiens et que les patients, je pense, ont de plus en plus. Je vous remercie beaucoup.